money. Money, money, money. Crazy about my money. Bienvenue dans ce nouveau résumé pour résumer du succès. Aujourd'hui, nous explorons un ouvrage dense et fascinant qui fait le pont entre deux mondes qui semblent parfois séparés, le développement personnel et les neurosciences. Le livre s'intitule « Le développement personnel vu par les neurosciences », à la découverte de soi, écrit par Swan Xeri et Christian Xeri, publié en décembre 2022. C'est un texte riche, très technique par moments, offrant des explications claires sur les mécanismes du cerveau et comment ils interagissent avec nos comportements, nos pensées et notre capacité à changer. Avant de commencer, rappelons brièvement le dernier résumé que nous avons partagé. Louis. Et transforme ta vie. Si tu ne l'as pas encore vu, je te recommande d'y jeter un œil, car il explore la transformation personnelle d'une manière très pratique. L'objectif ici est de te fournir non seulement une synthèse fidèle de l'œuvre, mais aussi une compréhension profonde des concepts clés, avec des exemples, des analogies et des explications concrètes pour faciliter ta mise en pratique. Alors installe-toi confortablement et plongeons ensemble dans le monde fascinant de la neuroscience appliquée au développement personnel. Chapitre 1. Comprendre le cerveau pour mieux se connaître. L'ouvrage commence par poser une évidence qui n'en est pas vraiment une pour tout le monde. Notre cerveau est au centre de tout ce que nous sommes. Il n'est pas seulement un organe de traitement de l'information, il est le siège de nos émotions, de nos décisions, de nos habitudes et de notre identité. Mais comment le cerveau fonctionne-t-il exactement ? Quels sont les mécanismes qui nous poussent à agir d'une certaine manière ? C'est la première grande question explorée par les auteurs. Neuroanatomie et fonction. Swan et Christian Xeri nous invitent à visualiser le cerveau comme un ensemble de couches et de réseaux. Au niveau le plus primitif, nous avons le cerveau reptilien, responsable des fonctions vitales et des réactions instinctives. Au-dessus se trouve le système limbique, qui gère nos émotions et nos mémoires affectives. Enfin, le cortex, particulièrement le cortex préfrontal, est la partie la plus développée chez l'être humain, et c'est elle qui permet la réflexion, la planification, le langage et la conscience de soi. Ce découpage n'est pas simplement anatomique, il correspond à des modes de fonctionnement. Le cerveau reptilien réagit automatiquement, sans réflexion consciente. Le limbique module nos états émotionnels. Le cortex est capable d'analyse et de prise de décision réfléchie. Cerveau et comportement. Ce qui est encore plus intéressant, c'est la manière dont ces zones interagissent. Lorsqu'un stimulus arrive, par exemple, une critique au travail, notre système limbique peut immédiatement générer une émotion, comme la frustration ou la colère. Cette émotion est si rapide qu'elle peut contourner le cortex préfrontal, nous faisant réagir avant même de penser. C'est ce que l'on appelle une réaction impulsive, un comportement automatique. Les auteurs montrent que comprendre ce processus nous donne une clé essentielle. Nous ne sommes pas esclaves de nos réactions. En comprenant les circuits impliqués, il devient possible d'intervenir consciemment et de reprendre le contrôle. Plasticité cérébrale, le capital humain révisé. Un des concepts fondamentaux introduits très tôt est celui de la plasticité cérébrale. Contrairement à une vision ancienne selon laquelle le cerveau serait figé après un certain âge, les neurosciences modernes démontrent que le cerveau est constamment en train de se remodeler. Chaque expérience, chaque émotion, chaque apprentissage modifie physiquement la structure des réseaux neuronaux. Cette plasticité est la base scientifique de toute démarche de développement personnel. Quand on dit que l'on peut changer, que l'on peut apprendre de nouvelles habitudes, que l'on peut se libérer de comportements indésirables,
Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité biologique. La plasticité cérébrale signifie que l'on peut entraîner son cerveau, un peu comme on entraîne un muscle. Plus une connexion neuronale est utilisée, plus elle se renforce. À l'inverse, une connexion peu utilisée s'affaiblit. Le cerveau est une machine adaptative. Chapitre 2. Les émotions et la pensée. Après avoir établi la structure du cerveau, les auteurs approfondissent la manière dont les émotions interagissent avec la pensée. L'émotion comme moteur de comportement. Les émotions ne sont pas des signaux aléatoires. Elles sont des indicateurs biologiques essentiels. Une émotion nous informe « Ceci est important. Porte ton attention ici. » C'est pourquoi lorsqu'on vit une émotion intense, il est difficile de penser rationnellement. Lexeri explique que le cortex préfrontal est capable de réguler les émotions, mais seulement si nous développons consciemment cette capacité. Quand nous sommes stressés ou submergés, le cortex préfrontal s'efface, laissant place à des réactions automatiques. La cognition émotionnelle. Un point crucial du livre est ce que les auteurs appellent la cognition émotionnelle, la capacité à reconnaître, nommer et comprendre ses propres émotions. Sans ce processus, nous restons piégés dans des réactions instinctives. Il présente des techniques basées sur la neuroscience pour renforcer cette capacité, comme la prise de conscience corporelle, la respiration contrôlée et la mise en mots des ressentis. Ces pratiques activent des zones du cortex préfrontal, aidant à réguler l'amygdale, siège de nos réponses émotionnelles fortes. Chapitre 3. Les habitudes, du cerveau automatique au cerveau conscient. Ce chapitre est un passage clé. Les auteurs expliquent que 95% de nos comportements quotidiens sont automatisés. Autrement dit, la majeure partie de notre vie se déroule sans réflexion consciente. Cela a un avantage évident. Il nous permet de fonctionner efficacement dans un monde complexe. Mais cela pose aussi un problème. Nous répétons sans cesse les mêmes réactions, bonnes ou mauvaises. Le cycle de l'habitude. Les neurosciences identifient un circuit appelé boucle de l'habitude. Il est composé de 3 étapes, le signal, la routine et la récompense. Par exemple, le signal peut être la fatigue, la routine peut être de manger un snack riche en sucre et la récompense est le plaisir gustatif. Ce circuit se renforce à chaque itération. Plus il est activé, plus il devient automatique. Les auteurs insistent sur le fait que pour changer une habitude, il faut intervenir à un de ces 3 niveaux. Changer le signal, modifier la routine ou redéfinir la récompense. Ils proposent un modèle pratique, identifier les signaux déclencheurs, comprendre les routines automatiques et remodeler les récompenses de façon consciente. Cela nécessite patience et répétition, car on ne supprime pas une habitude du jour au lendemain, on en crée de nouvelles qui prennent la place de l'ancienne. Neuroplasticité et habitude. Ce qui rend ce modèle puissant, c'est l'appui sur la plasticité cérébrale. En répétant une nouvelle routine, on crée de nouvelles connexions neuronales. Au fil du temps, ces nouvelles connexions deviennent plus fortes que les anciennes, et la nouvelle habitude s'installe. Ils illustrent cela avec des exemples concrets. Arrêter de fumer, intégrer l'exercice physique quotidien, structurer sa journée, améliorer sa gestion du temps. Chapitre 4. Le conscient et l'inconscient. Dans ce chapitre, le livre explore la frontière entre le conscient et l'inconscient. Contrairement à une idée répandue, l'inconscient n'est pas un réservoir mystérieux de pulsions irrationnelles. C'est plutôt l'ensemble des processus qui s'exécutent sans effort conscient, mais qui influencent profondément nos perceptions, nos décisions et nos comportements. 2 systèmes de pensée. Les auteurs s'appuient
sur les travaux de Daniel Kahneman et d'autres chercheurs pour présenter une vision à deux systèmes. Système 1, automatique, rapide, émotionnel. Système 2, réfléchi, lent, logique. La majorité des décisions que nous prenons chaque jour sont gérées par le système 1. C'est efficace, mais cela ouvre la porte à des biais cognitifs, ces raccourcis mentaux qui peuvent nous tromper. Biais cognitifs et auto-illusion. Le livre décrit certains biais majeurs comme la confirmation, l'auto-attribution ou la tendance à surestimer ce que l'on contrôle. Chaque biais est expliqué neuroscientifiquement, montrant comment certaines zones du cerveau sont impliquées. Les auteurs proposent des stratégies pour atténuer ces biais, notamment prise de recul consciente, s'interroger délibérément sur ses propres hypothèses, mise en lumière des émotions qui précèdent un jugement, dialogue interne structuré, parler à soi-même comme si l'on discutait avec un tiers réfléchi. Chapitre 5. Développer sa résilience. La résilience est la capacité à faire face aux aléas, à rebondir après un échec et à continuer malgré les difficultés. Swann et Christian Zeri l'abordent à la lumière des neurosciences, en expliquant que la résilience n'est pas un trait fixe, c'est un ensemble de processus que l'on peut renforcer. L'impact du stress sur le cerveau. Le stress chronique modifie le cerveau. Il affecte l'hippocampe, réduit la capacité du cortex préfrontal à fonctionner efficacement et augmente l'activité de l'amygdale. Le résultat, moindre capacité à penser clairement, plus de réactions impulsives, plus de fatigue mentale. Les auteurs détaillent des techniques validées par la recherche pour réduire l'impact du stress. Respiration diaphragmatique, exercice physique régulier, sommeil de qualité, technique de pleine conscience. Chacune de ces pratiques active des circuits neuronaux qui renforcent la régulation émotionnelle et la connectivité entre les zones cérébrales. Chapitre 6. Communication, relations et cerveau social. L'être humain est social. Nos interactions avec les autres mobilisent des réseaux neuronaux spécifiques. Les neurosciences sociales étudient comment nos cerveaux se synchronisent avec ceux des autres lors d'une conversation, d'une collaboration ou même d'un conflit, empathie et neurones miroirs. Une découverte majeure des neurosciences est celle des neurones miroirs. Ces neurones s'activent lorsque nous observons l'action de quelqu'un d'autre, comme si notre cerveau reproduisait intérieurement l'action ou l'émotion perçue. C'est une base biologique de l'empathie. Les auteurs expliquent que développer une communication efficace nécessite de comprendre et de respecter ces mécanismes, écouter activement, reformuler et montrer une attention sincère. La communication non verbale. Une grande partie de la communication humaine est non verbale. Les expressions faciales, le ton de la voix, la posture du corps, tout cela est interprété par des zones spécialisées du cerveau. Être conscient de ces signaux améliore considérablement nos interactions. Chapitre 7. Objectifs, motivation et systèmes cérébraux. Ce chapitre approfondit le fonctionnement de la motivation en expliquant que ce n'est pas une simple question de volonté, mais une mécanique cérébrale précise. Le cerveau évalue, anticipe, hiérarchise. Et derrière tout cela, il y a la dopamine. Le rôle central de la dopamine. La dopamine est le neurotransmetteur clé du circuit de la récompense. Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas la molécule du plaisir, mais celle de l'anticipation de la récompense.
Elle est libérée avant qu'on obtienne ce qu'on désire, lorsqu'on pense à l'objectif ou qu'on visualise un succès. Les auteurs insistent sur un point crucial. La dopamine n'est pas uniquement déclenchée par l'obtention d'un résultat, mais aussi par les petites étapes atteintes en chemin. C'est pourquoi il est essentiel de segmenter ses objectifs. Plus un objectif est découpé en micro-étapes, plus le cerveau libère de dopamine à chaque accomplissement. Motivation, récompense et procrastination. Lorsqu'un objectif semble trop lointain ou abstrait, le cerveau ne déclenche pas cette sécrétion de dopamine. Résultat, la motivation chute et la procrastination prend le relais. Pour contourner cela, les auteurs suggèrent plusieurs stratégies. Créer des déclencheurs visuels. Exemple, un tableau de bord quotidien. Associer l'objectif à un plaisir immédiat. Exemple, écouter une musique agréable pendant une tâche difficile. Utiliser la visualisation active, se représenter concrètement l'état final, les sensations de réussite et les bénéfices associés. Ces techniques réactivent le système de récompense et favorisent l'action. Elles sont couramment utilisées par les sportifs de haut niveau, mais aussi en thérapie comportementale. Cerveau, discipline et gratification différée. La capacité à retarder une gratification immédiate pour atteindre un objectif plus important est un facteur déterminant du succès personnel. C'est ce que les neuroscientifiques appellent la gratification différée, et elle repose largement sur le fonctionnement du cortex préfrontal. Ce cortex permet de résister à l'impulsion, de planifier, de garder le cap. Plus on entraîne ce circuit, plus la discipline devient naturelle. Les auteurs proposent un entraînement simple. Chaque jour, choisir consciemment de reporter une gratification, comme regarder une série, grignoter un snack, scroller les réseaux et observer ses pensées. Ce petit exercice renforce la capacité à rester aligné avec des objectifs à long terme. Chapitre 8. Plan d'action. Neuro-optimisé pour le développement personnel. Ce chapitre final propose une véritable méthodologie pour appliquer les enseignements du livre à son quotidien. Il ne s'agit plus de comprendre, mais de passer à l'action de façon structurée et durable. Étape 1. Diagnostic et observation consciente. Avant de changer, il faut comprendre où l'on en est. Observer ses routines automatiques, ce qu'on fait sans y penser. Identifier les schémas émotionnels récurrents, colère, anxiété, évitement. Repérer les situations déclencheuses, ce qui active nos habitudes ou nos blocages. Les auteurs suggèrent de tenir un journal d'observation pendant 7 jours, sans jugement. Simplement noter ce que l'on fait, ce que l'on ressent, ce que l'on pense. Ce processus active la métacognition, c'est-à-dire la conscience de soi par le haut. Et cette activation sollicite directement le cortex préfrontal. Étape 2. Fixation d'objectifs neuronaux. Une fois le diagnostic posé, vient la phase de construction. Choisir un objectif principal aligné avec ses valeurs profondes. Le découper en micro-objectifs hebdomadaires pour activer la dopamine. Identifier une habitude clé à créer ou à remplacer. Définir un signal déclencheur, heure, lieu, contexte pour cette nouvelle habitude. Prévoir une récompense claire, émotionnelle, symbolique, concrète. Cette méthode suit le modèle neuroscientifique de la boucle de l'habitude et s'appuie sur la plasticité cérébrale. Chaque répétition renforce les connexions neuronales associées. Étape 3. Visualisation active et ancrage.
Les auteurs insistent sur la puissance de la visualisation active. Il ne s'agit pas de rêver, mais de s'entraîner mentalement, comme le font les athlètes de haut niveau. Visualiser la réalisation de la tâche. Ressentir les émotions liées à la réussite. Répéter mentalement la scène avec précision sensorielle, son, image, sensation. Ce type de visualisation engage les mêmes circuits neuronaux que l'action réelle. Elle accélère l'apprentissage et renforce la motivation. En parallèle, l'utilisation d'ancrages émotionnels, par un geste, une respiration, une phrase, permet de créer un pont entre un état émotionnel positif et une action souhaitée. Étape 4. Boucle d'auto-évaluation. Enfin, un système de feedback est essentiel. Chaque semaine, il est conseillé de relire ses objectifs, évaluer ses progrès sans jugement, identifier les freins et les amplificateurs, adapter les actions. Cette boucle de rétroaction favorise l'ajustement et empêche l'abandon. Le cerveau apprend par essai, erreur et ajustement, pas par perfection immédiate. Mini-quiz. Quel circuit cérébral est principalement impliqué dans la formation des habitudes? Eh bien, la réponse est le striatum, via la boucle de l'habitude, impliquant le noyau caudé, le cortex préfrontal et les ganglions de la base. Quelle est la différence entre motivation intrinsèque et extrinsèque? Eh bien, la réponse est intrinsèque, liée à un plaisir ou un intérêt personnel. Extrinsèque dépend d'une récompense ou pression extérieure. Pourquoi la plasticité cérébrale est-elle essentielle dans le développement personnel? Eh bien, la réponse est parce qu'elle permet au cerveau de se reconfigurer en permanence, créant de nouvelles connexions neuronales à travers l'apprentissage, la répétition et l'expérience. C'est ce mécanisme qui rend le changement durable possible. Synthèse. Le développement personnel n'est pas qu'une question de volonté ou de motivation. C'est une démarche ancrée dans la biologie même de notre cerveau. Grâce à la plasticité neuronale, à une meilleure compréhension des émotions, des habitudes et des mécanismes inconscients, nous disposons aujourd'hui de clés scientifiques pour changer durablement. Ce livre nous offre une feuille de route pour reprendre le pouvoir sur notre esprit, nos décisions et notre trajectoire de vie. Conclusion. Ce livre nous enseigne que changer n'est pas une métaphore, mais une réalité scientifique. En comprenant comment le cerveau s'organise, comment il apprend, comment il régule les émotions et comment il structure les relations sociales, nous obtenons une feuille de route concrète pour améliorer nos vies. Nous te recommandons de relire ce résumé plusieurs fois, d'écouter ces concepts avec attention et surtout de mettre en pratique les outils proposés. Et maintenant, place à la suite. Notre prochain résumé sera Le manifeste du héros de Franck Alexandre, un ouvrage puissant pour développer ton courage, ta discipline et ton leadership intérieur. Merci d'avoir écouté ce résumé sur Résumé du succès. À très bientôt pour de nouvelles découvertes. Crazy about my money.